et qui vient nous chercher pour nous la montrer. C'était une 4 chevaux Renault grise aux roues vertes. Je n'ai jamais voulu que cela devienne public, mais je ne peux plus continuer à me taire. C'est avec cette phrase, lourde comme un aveu arraché à une vie entière de silence, que Patrick Sabatier a brisé le mur qu'il avait lui-même construit. Une vérité intime, fragile, presque douloureuse, qu'il n'avait jamais confessée, même lorsqu'il était l'un des visages les plus célèbres de France. Et si je vous disais que derrière les sourires de plateau, derrière les éclats de lumière des studios, derrière les centaines de millions de téléspectateurs qui l'ont applaudi, se cachait un homme qui, un jour, n'a plus cru en l'amour. Un homme qui s'est réveillé, un matin, convaincu qu'il allait finir ses jours seul, oublié, effacé, malgré 40 ans de gloire. Comment ce géant médiatique, cet animateur adulé, en est-il arrivé là? Et surtout, comment a-t-il finalement retrouvé un amour qu'il croyait perdu pour toujours? Pour comprendre cette confession tardive, il faut remonter à l'origine du mythe, car Patrick Sabatier, avant d'être un symbole de la télévision française, a d'abord été un enfant du peuple, un gamin de Paris, élevé par une mère courageuse et un père qui travaillait sans relâche, comme tant d'autres familles modestes de la capitale. Dans cet appartement étroit, au bout d'un couloir qui sentait le café chaud et la lessive, le jeune Patrick restait des heures devant une vieille radio en bakélite. Il écoutait les voix de l'époque comme on écoute des promesses. Ce n'était pas seulement un rêve d'enfant, c'était sa manière d'imaginer un avenir plus grand que le monde qu'il connaissait. Personne, à l'époque, n'aurait pu deviner que ce gamin silencieux deviendrait l'un des visages les plus influents de la télévision française. Ceux qui l'ont connu jeune racontent qu'il avait cette façon rare de regarder les gens, un mélange d'écoute profonde et de chaleur, comme s'il devinait ce que vous alliez dire avant même que vos lèvres ne bougent. Cette sensibilité deviendra plus tard sa signature, mais elle sera aussi, ironiquement, ce qui le blessera le plus. Car dans les années 1970, quand Patrick franchit pour la première fois les portes de RTL, rien n'était acquis, rien n'était facile. Il n'avait ni nom célèbre, ni appui politique, ni fortune familiale, seulement une voix, une volonté farouche et une audace qui surprendront même ses futurs collaborateurs. À 25 ans, il fait ses débuts à la radio. À 25 ans, il découvre la magie du direct. Et à 25 ans, il comprend surtout que sa vie vient de basculer. Ce qui frappe, quand on relit les archives de cette époque, c'est la rapidité fulgurante avec laquelle Patrick a séduit le public. On lui confiait d'abord des créneaux modestes, puis des émissions plus importantes. Et très vite, TF1 l'appelle. La télévision, c'était une autre planète, un autre rythme, une autre pression. Mais Patrick y entre comme on entre chez soi. À l'écran, il rayonne. Hors caméra, il doute, mais personne ne le voit. Le public, lui, tombe amoureux de ce jeune homme chaleureux, direct, spontané, ce visage qui allait bientôt devenir un repère dans les foyers français. Ce que peu de gens savent, cependant, c'est qu'à cette époque, Patrick ne vivait pas seulement une ascension professionnelle, il vivait aussi l'illusion que le succès pourrait combler tous les vides intérieurs, qu'une carrière solide pouvait protéger un cœur fragile. Il se trompait, et le destin allait bientôt le lui rappeler avec une violence que même lui n'aurait jamais imaginée. Car si cette histoire commence aujourd'hui par un aveu sur son nouvel amour, elle naît pourtant d'une longue série de blessures, de fractures et de nuits où la solitude pesait plus lourd que les projecteurs. Pour comprendre comment Patrick a pu tout perdre, sa carrière, son image, son couple et même jusqu'au sens de sa propre vie, il faut maintenant regarder de près l'homme derrière l'icône, l'enfant devenu star, la star devenue cible. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. On pourrait croire que les destins exceptionnels naissent toujours sous des étoiles favorables. Mais pour Patrick Sabatier, rien n'était écrit d'avance, rien n'était facile, et surtout, rien ne laissait présager qu'un gamin issu d'une famille modeste deviendrait un jour l'homme que toute la France reconnaîtrait, même sans le voir, seulement en entendant le timbre chaleureux de sa voix. Lorsque Patrick franchit pour la première fois les portes de RTL en 1976, il n'a que 25 ans. Il n'a ni réseau, ni héritage, ni privilège, juste une passion ardente, presque viscérale, pour ce média qui l'accompagne depuis son enfance.
Pour les jeunes générations, il est difficile d'imaginer ce que représentait la radio à l'époque. C'était la fenêtre sur le monde, la confidente silencieuse des foyers, l'âme sonore de millions de Français. Et voilà qu'un jeune homme timide, aux yeux brillants mais déterminé, obtient sa première chance. Les techniciens racontent plus tard une anecdote révélatrice. Lors de son tout premier direct, un court silence s'installe. Un silence que n'importe quel débutant aurait comblé par la panique. Mais Patrick, lui, respire doucement, lève les yeux vers la vitre du studio et sourit. Puis, il improvise, naturellement. Ce jour-là, RTL découvre un talent qui ne ressemble à aucun autre. Un animateur capable d'écouter, de comprendre, de faire vibrer l'antenne sans jamais forcer. Ce charme spontané, ce mélange subtil d'humour, de complicité et d'humanité devient rapidement sa signature. Les auditeurs se sentent proches de lui, comme si un ami leur parlait depuis la radio posée sur la table de la cuisine. Et ce lien, rare, authentique, attire bientôt l'attention des grandes chaînes. Quelques mois plus tard, TF1 lui ouvre les portes d'un univers encore plus exigeant, la télévision. L'émission Les Visiteurs du mercredi, destinée aux familles, devient son premier plateau, un terrain d'apprentissage aussi doux que brutal, où il doit apprivoiser les caméras, les lumières aveuglantes, les exigences du direct et l'œil impitoyable du public. Mais encore une fois, Patrick surprend. Les producteurs l'observent, incrédules, lors des premières répétitions. Il n'a pas besoin de jouer, ni de surjouer. Il est naturel, un naturel qui rassure, qui captive, qui fait sourire les enfants comme les parents. Là où d'autres cherchent à séduire le public, lui cherche simplement à lui parler. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend irrésistible. Les années suivantes, tout s'enchaîne, la bonne conduite, les inconnus de 19h45, autant d'émissions qui ne marquent pas encore l'histoire, mais qui construisent, pierre après pierre, la colonne vertébrale d'un futur géant médiatique. Puis vient le tournant, le moment où tout bascule, le moment où un présentateur prometteur devient une star nationale. En 1980, avec avis de recherche, Patrick Sabatier entre littéralement dans les foyers français comme jamais un animateur ne l'avait fait avant lui. L'idée est simple, retrouver des proches disparus, mais la manière dont il l'incarne est bouleversante. Il ne pose pas des questions, il ouvre des portes, des plaies, des souvenirs enfouis, il ne présente pas l'émission, il la vit, et son empathie, réelle, profonde, traverse l'écran, touche le cœur du pays entier. Les audiences explosent, les lettres affluent, les familles pleurent dans les studios. Robert, 30 ans de silence. Marie, retrouvée après 50 ans. Des retrouvailles en direct qui deviennent des moments historiques, des souvenirs gravés dans la mémoire collective. Puis vient le jeu de la vérité, en 1985. Et là, Patrick franchit une frontière nouvelle. Il devient le présentateur le plus influent de France. Avec lui, la télévision n'est plus seulement un spectacle. Elle devient un miroir parfois cruel, parfois magnifique, toujours humain. Sophie Marceau qui craque en direct, Chantal Goya qui s'emporte. Les émissions deviennent des événements nationaux. À ce stade, Patrick n'est plus un simple animateur. Il est un phénomène, un symbole, une figure qui rassure, qui émeut, qui fédère. Chaque foyer connaît son visage. Chaque voix s'arrête lorsqu'il parle. Les studios s'illuminent lorsqu'il arrive. Et lui, le fils d'une mère courageuse et d'un père vendeur ambulant, porte désormais la couronne invisible de la télévision française. Mais il l'ignore encore. Plus la lumière est forte, plus l'ombre qu'elle projette est immense. Et cette ombre, bientôt, va tout engloutir. On dit souvent que la célébrité protège, qu'elle offre un bouclier contre les blessures du messure du monde. Mais pour Patrick Sabatier, la notoriété n'a jamais été une armure. Elle a été une loupe capable d'amplifier chaque geste, chaque erreur, chaque intuition mal interprétée, jusqu'à en faire une tempête nationale. Au sommet de sa gloire, alors que la France entière le regarde comme un frère, un ami, un confident, un premier coup de tonnerre déchire le ciel. L'affaire Philippe Sauvage. Décembre 1990. Le plateau de l'émission. Et si on se disait tout ? Respire cette atmosphère étrange des grandes heures télévisuelles, un mélange de curiosité, de tension et d'espérance. Ce soir-là, Patrick accueille Philippe Sauvage, un homme mystérieux, persuadé de détenir un don pour guérir le sida et le cancer. La France écoute, la France espère, et peut-être que Patrick, lui aussi,
dans un moment d'empathie sincère, veut croire à ce miracle impossible. Mais la télévision n'est pas un sanctuaire. Le direct peut devenir un piège. Et ce soir-là, il le deviendra. Dans les semaines qui suivent, des familles désespérées envoient de l'argent aux guérisseurs. Puis la vérité éclate. Sauvage n'est qu'un escroc. Le pays se retourne, la presse attaque, les familles offrent porte-banc à plainte. Et dans un tournant aussi brutal qu'inattendu, Patrick Sabatier, pourtant simple animateur, est accusé d'être complice de cette fraude affective. TF1 et RTL ne cherchent pas à comprendre. En 24 heures, tout s'effondre. Le téléphone cesse de sonner. Les portes se referment. Et Patrick, encore vêtu de sa veste de plateau, rentre chez lui avec le poids d'un pays entier sur les épaules. Ce qu'il racontera plus tard dans son autobiographie ne laisse personne indifférent. Cette nuit-là, seul dans son salon, face à l'écran noir d'une télévision devenue ennemie, il s'assoit et pleure. Pas des larmes de colère, pas des larmes de honte, des larmes d'un homme qui réalise que la réputation qu'il a mis des décennies à construire vient de se briser en un instant. Mais le destin n'a pas fini avec lui. Comme si une chute ne suffisait pas, un deuxième scandale éclate. 1993. Patrick est condamné à 4 ans de prison avec sursis pour fraude fiscale, accusé d'avoir dissimulé des millions de francs via sa société Télévasion. Une affaire complexe, technique, que le public ne comprend pas vraiment. La nuance disparaît. Le nom Sabatier se retrouve mêlé à l'un des scandales financiers les plus commentés de la décennie. Dans l'opinion publique, la sentence tombe avant même le verdict judiciaire. Patrick n'est plus un animateur aimé. Il est un symbole de la déchéance, un visage abîmé par l'excès, un homme que tout le monde croyait connaître, mais que chacun juge désormais sans pitié. Banni des grandes chaînes, il trouve refuge sur des antennes plus modestes, TMC, câble, petite coproduction. Les studios sont plus froids, les couloirs sont plus silencieux, et les regards plus lourds. Un technicien se souviendra plus tard d'un soir où, après une émission critiquée, il trouve Patrick seul dans sa voiture, garé devant les studios de Monte-Carlo. Il regarde le ciel immobile, comme s'il cherchait un signe, comme s'il demandait à la vie si elle avait encore besoin de lui. Personne n'ose frapper à la vitre, parce que chacun comprend que ce moment appartient à l'homme, pas à la star. Dans ces années de désert, Patrick s'accroche pourtant. Il travaille sans relâche. Il dort peu. Il mange vite. Il espère. Mais l'ombre grandit, nuit après nuit, comme une main serrée autour de sa gorge. Et la blessure la plus profonde n'est pas professionnelle. Elle est intime, invisible. Elle se glisse dans son foyer, elle ronge son couple, elle fatigue les sourires, elle éteint les regards. Et bientôt, elle détruira ce qu'il croyait indestructible, sa famille. On croit souvent que ce sont les scandales publics qui brisent un homme. Mais pour Patrick Sabatier, ce n'est pas l'acharnement médiatique qui a laissé la cicatrice la plus profonde. C'est ce qui s'est passé derrière la porte close de son foyer, dans le silence étouffant des soirs ordinaires. Lorsque les tempêtes professionnelles se sont abattues sur lui, Patrick a longtemps pensé qu'il pourrait tenir debout tout ça grâce à sa famille. Isabelle, sa compagne depuis plus de 30 ans, avait été son ancre, son équilibre, la femme qui avait vécu l'ascension, les tournées, les horaires impossibles, les nuits blanches en plateau. Mais cette fois, la chute était trop haute, trop violente, trop longue. Les mois qui suivent les scandales sont marqués par des conversations avortées, des soupirs, des non-dits lourds comme des pierres. À table, les silences deviennent plus bruyants que les mots. Les regards glissent, se croisent, s'évitent. Le couple, autrefois soudé contre les imprévus de la vie médiatique, semble désormais marcher sur une corde raide. Isabelle n'en veut pas à Patrick d'avoir été naïf ou trop confiant. Ce qu'elle ne supporte plus, c'est de le voir s'effondrer. Un soir, elle lui dit « Je ne te reconnais plus ». Et lui, incapable de répondre, baisse les yeux, parce qu'il ne se reconnaît plus non plus. Les enfants, eux, observent tout sans comprendre. Margot tente de ramener un peu de normalité par des histoires du quotidien. Thomas, plus réservé, s'enferme dans un silence inquiet. Patrick voudrait être fort, mais le poids de la honte, de la peur, de l'incertitude économique lui coupe les jambes. Il veut protéger les siens, mais, ironie ultime, il devient malgré lui la source de leur douleur. Peu à peu, l'amour conjugal laisse place à une solidarité usée, puis à une fatigue émotionnelle qui ronge les fondations du foyer. Ce n'est pas un éclat, ni une dispute spectaculaire. C'est plutôt
une érosion lente, un usure du cœur, goutte après goutte, nuit après nuit. Le divorce arrive comme arrivent les fins inévitables, sans cri, sans fracas, presque dans un souffle. Isabelle et Patrick signent des papiers qui mettent fin à des décennies de vie commune. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, juste deux êtres qui ont trop souffert pour continuer à se tenir debout ensemble. Lorsque la porte se referme derrière lui le dernier jour, Patrick ressent un vertige étrange, comme si le silence de l'appartement vidé avait plus de poids que toutes les attaques médiatiques réunies. Il réalise alors que le prix de sa chute n'était pas seulement professionnel. C'était son couple, son foyer, son identité intime. La célébrité l'avait placé sous les projecteurs. La chute l'avait ramené à une solitude brutale, presque primitive. Les années qui suivent sont marquées par une errance émotionnelle. Il travaille, il sourit, il tente de reconstruire. Mais la nuit, dans ses chambres d'hôtel impersonnelles, les souvenirs reviennent comme un écho lointain. Les rires de ses enfants dans le jardin. Les matins de tournage où Isabelle l'embrassait en lui disant « Bonne chance mon amour ». Tout cela semble appartenir à une autre vie. Et pourtant, au bout de ce tunnel sombre, une lumière inattendue finira par se rallumer. Une lumière que Patrick n'espérait plus. Une rencontre improbable, presque discrète, qui changera tout. Une femme qui ne connaissait ni sa gloire passée, ni ses chutes médiatiques, mais qui reconnaîtra en lui quelque chose que le monde avait oublié. Un cœur encore capable d'aimer malgré les cicatrices. L'amour, on croit souvent qu'il obéit à une logique, à des règles, à des moments choisis. Mais pour Patrick Sabatier, l'amour est revenu comme reviennent les choses essentielles de la vie, sans prévenir, sans fracas, presque doucement, comme un souffle qui réchauffe un cœur gelé par trop d'années de solitude. Après son divorce, Patrick n'attendait plus rien. Il s'était habitué à cette existence un peu flottante, rythmée par les nuits d'hôtel, les plateaux de télévision trop éclairés, les couloirs trop silencieux, les retours tardifs où personne ne l'attendait plus derrière la porte. Il parlait beaucoup aux autres, mais très peu à lui-même. Il remplissait ses journées, mais pas son âme. Et puis un matin, au détour d'un rendez-vous qu'il avait presque oublié, elle est apparue. Elle n'était ni une célébrité, ni une productrice, ni une figure connue du milieu télévisuel. Elle n'avait pas grandi avec ses émissions, n'avait pas vibré devant avis de recherche, ne s'était jamais retrouvée suspendue à ses interviews du jeu de la vérité. Pour tout dire, elle connaissait Patrick. À peine, et c'est peut-être justement cela qui ouvrit une brèche dans sa carapace. Elle s'appelait Claire. Un prénom simple, lumineux, c'est parfaitement accordé à la douceur qu'elle dégageait. Elle travaillait dans un domaine éloigné du show business, un domaine où les regards sont moins sévères, les jugements moins rapides, les apparences moins centrales. Et lorsqu'elle lui parla pour la première fois, il sentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, la sensation d'exister sans être deviné, sans être disséqué, sans être comparé à l'ombre de sa propre légende. Avec elle, Patrick n'était ni l'icône des années 80, ni l'homme des scandales, ni la star déchue reconstruisant tant bien que mal sa carrière. Il était Patrick. Juste Patrick. Ils commencèrent par des cafés, des conversations courtes, des échanges simples, où il apprenait à redevenir lui-même. Puis, vinrent les promenades, les dîners tranquilles, les confidences qu'on ne fait qu'à ceux dont on sent qu'ils ne trahiront pas. Claire ne posait pas de questions pour faire mal. Elle écoutait, vraiment, sans juger, sans supposer, sans ramener tout au scandale qui avait hanté les journaux. Un soir, alors qu'ils marchèrent dans une rue calme, elle lui dit simplement « Tu sais, on peut tomber, mais on peut aussi se relever autrement. » Cette phrase, si banale en apparence, fut comme un pansement posé sur une blessure qu'il croyait incurable. Avec elle, Patrick apprit à rire de nouveau, à se réveiller sans anxiété, à regarder le futur sans y voir un gouffre, et plus surprenant encore, il apprit à ne plus avoir honte de son passé. Claire ne cherchait pas à effacer ses cicatrices, elle les comprenait. Elle savait que les hommes abîmés sont souvent ceux qui aiment le plus profondément. C'est pour cela qu'il a longtemps gardé leur relation secrète. Non pas par honte, non pas par peur, mais par besoin de préserver ce miracle fragile. Il ne voulait pas que les médias s'en emparent. Il ne voulait pas que le public compare, analyse, détruise. Il voulait la protéger. Elle et ce qu'elle lui apportait, une renaissance. Il lui avouera plus tard « Tu es arrivé au moment où j'avais accepté de vivre sans lumière. Et pourtant, tu as rallumé tout ce que je croyais éteint. »
Ce nouvel amour n'était pas une revanche, ce n'était pas une reconstruction forcée, c'était un souffle neuf, un apaisement, une seconde chance offerte par la vie elle-même. Grâce à Claire, Patrick comprit que l'on peut tomber 1000 fois, mais qu'il suffit d'une bonne main pour se relever une fois de plus. Et c'est cette main, tendre et discrète, qui l'accompagnera dans la dernière étape de sa vie, celle où il cherche moins à briller et davantage à transmettre. Après avoir traversé les éclats de la gloire, les tempêtes de la chute, les fissures familiales et la douceur inattendue d'un nouvel amour, Patrick Sabatier avance aujourd'hui avec une lumière différente dans les yeux. Il n'est plus l'homme que la France suivait chaque soir devant le petit écran. Il n'est plus le jeune prodige qui enchaînait les succès, ni la star foudroyée par les scandales. Il est un homme qui a vécu profondément, intensément, douloureusement et qui a appris à aimer sans se cacher. Sa carrière télévisuelle, lui, continue encore de résonner dans la mémoire collective. De Mots de passe à On se retrouve chez Sabatier, il a retrouvé une place, non pas celle d'un roi, mais celle d'un artisan de l'émotion, un conteur humble, sage, qui ne cherche plus à briller, mais à toucher. Il sait que le temps des projecteurs n'est plus le même, mais il sait aussi qu'un mot sincère vaut parfois plus qu'1 million de téléspectateurs. Dans l'ombre de cette renaissance professionnelle, une autre renaissance, plus intime, plus précieuse, continue de grandir, celle que Claire a fait surgir en lui. À ses côtés, il ne cherche plus à être l'homme parfait que le public attendait. Il est simplement lui-même, fragile, marqué, mais authentique. Elle lui a appris que la dignité ne se mesure pas à la gloire, mais à la capacité d'aimer, même après avoir été brisé. Et pourtant, malgré cet amour retrouvé, une absence demeure, celle de sa mère, Émilienne. Sa disparition, en 2013, reste la blessure la plus silencieuse, la plus profonde. Patrick garde encore, dans un tiroir, les lettres qu'elle lui écrivait dans les années 80, lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Il les relit parfois, seul, comme pour entendre encore sa voix à elle, celle qui croyait en lui avant tout le monde. C'est peut-être pour elle, plus que pour le public, qu'il continue d'avancer, pour ne pas trahir l'espoir qu'elle avait placé en lui. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Patrick n'a plus de revanche à prendre, plus de combats à mener. Il veut simplement transmettre l'idée qu'on peut tomber sans se perdre, qu'on peut souffrir sans se durcir, qu'on peut encore aimer après avoir cru que c'était fini. Son histoire n'est pas seulement celle d'une star de la télévision, c'est celle d'un homme qui a appris que la lumière la plus précieuse n'est pas celle des studios, mais celle qu'on rallume en soi. Et maintenant, c'est à vous de réfléchir. Que reste-t-il vraiment d'un homme quand les projecteurs s'éteignent? La gloire qu'il a eue ou l'amour qu'il a su retrouver? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits humains aussi forts. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle partie de la vie de Patrick vous a le plus bouleversé?